Sur le marché de la fabrication des boîtes aux lettres, pour y gagner bien sa vie, j'avoue que ça ne lasse pas de me surprendre. Et donc c'est pour ça qu'on vous a invité, Monsieur Nicolas Decailleux, pour nous parler de votre stratégie à vous et de vos produits. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Nicolas Decailleux, j'ai 43 ans et je préside un groupe familial qui a 6 générations, qui a été créé en 1872. Nous employons 700 personnes, 400 personnes en France, 200 personnes en Allemagne et entre 80 et 100 personnes en Pologne. Nous avons quelques entreprises. Or, il s'agit à chaque fois d'industries, d'usines. Nous avons des bureaux, des agences de distribution à l'étranger, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Angleterre. Donc nous avons une taille européenne, une implantation européenne. Nous avons également un bureau à Hong Kong qui a d'abord été créé pour faire du sourcing chinois dans les années 80 et qui aujourd'hui est utilisé comme plateforme pour vendre nos produits. François Brotte, comme beaucoup de gens avant vous, se sont posé la question comment vous faites. Excusez-moi. Comment faites C'est bon? Ouais. Voilà. Comment faites-vous pour gagner de l'argent en fabriquant des boîtes aux lettres? C'est vrai. La boîte aux lettres, c'est un produit qui est tout con. C'est des bouts de tôle, on les découpe, on les poinçonne, on les plie et on les peint. Et après, on les vend. On les vend sur deux marchés, le marché de la GSB, grande surface de bricolage, mais aussi sur le marché du bâtiment. C'est parce qu'on gagne peu d'argent avec la boîte aux lettres qu'on est obligé d'être super innovant. On est innovant dans ses process de fabrication, on est innovant dans ses organisations. Ce qui fait que quand on arrive en 2008 en pleine crise, on est à la tête d'un groupe qui est doté de machines modernes, qui emploie des méthodes de production comme le lean management, qui utilise pour baisser ses stocks des méthodes comme le Kanban, ce qui lui permet d'être assez agile. Ce qui fait qu'un chef d'entreprise comme moi, qui rentre en crise en 2008, est assez confiant. Il se dit que ben voilà, c'est pas grave, ça va durer 2-3 ans. Et puis, on a des fonds propres, je suis la sixième génération. On va aller voir les gars de l'usine, on va demander à ce que tout le monde se relève les manches et puis on va passer la crise. 2008, 2009, 2010. Bon, vous connaissez la même histoire que moi parce qu'on l'a vécu ensemble. Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Et là, on se dit comment on peut faire? Qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas mon environnement. Mon père qui a 70 ans me dit bon, on va créer des nouveaux produits. Mais je lui dis non, papa, c'est pas la peine. Des produits, on en a plein. Il faut qu'on comprenne mieux le marché. Et puis, à ce moment-là, on est sur une grosse opération d'acquisition. On va racheter le numéro 2 allemand de la boîte aux lettres. Vous vous rendez compte? Un Français qui va racheter un Allemand. C'est quand même exceptionnel. Et, à ce moment-là, on est en pleine croissance. On investit pas loin de 2 millions d'euros par an. Et comme beaucoup d'entreprises, les banques ne sont plus là. Les banques ne nous financent plus nos opérations moyen terme, ont beaucoup de mal à financer nos LBO. Et heureusement, à ce moment-là, comme beaucoup de mes partenaires ici, on a Oseo qui est présent et qui grâce à ses CDP, grâce à ses obligations convertibles, nous permettent de faire cette acquisition allemande. Marché allemand qui est très profitable parce que, contrairement à la France, il a été moins impacté par la crise économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Decailleux a pu passer la crise, peut passer la crise, parce qu'il a pu se renforcer en investissant beaucoup, mais aussi, à l'instar de mes collaborateurs, en innovant énormément. On est allé vers la captation du client. On est en train de, fort heureusement, Internet, c'est une menace avec Amazon pour l'industrie du livre, mais c'est aussi une super opportunité. On essaie d'aller vers le B2C, c'est-à-dire vers la personne physique. On essaie de lui vendre des produits, on lui vend des concepts, on monte des réseaux.
enfin, en résumé, on développe énormément d'énergie pour sauver notre industrie. L'industrie, c'est important. Il n'y a pas que les services. L'industrie, vous savez, dans ma commune, il y a 3000 habitants, j'en emploie 450. Sur les 450, il y a à peu près 300 ouvriers. Demain, si on n'est plus là, on fait quoi? On va appeler Arnaud Montebourg, c'est d'abord avant nous, c'est à nous de nous défendre, c'est à nous de trouver les solutions pour y arriver. Je pense que le CICE, c'est pas mal. Les dispositions qu'on commence à entendre, c'est pas mal aussi. Continuez, aidez-nous, on est ensemble et puis on réussira. Mon premier sentiment de chef d'entreprise, c'est un sentiment de solitude. Mais ça, j'enfonce des portes ouvertes, hein, on est d'accord. Si j'avais quelque chose à vous demander, c'est du temps. La notion de temps est une notion très importante. Nous sommes dans un environnement qui est très très instable. On n'a plus de carnet de commandes, on doit répondre super rapidement, c'est l'Internet. On peut envoyer nos plans à l'autre bout de la Terre, on n'a pas le temps pour travailler. On n'a plus le temps pour financer nos projets. Moi, je suis une boîte familiale, on finance tous nos projets sur nos fonds propres, parce qu'avant moi, j'ai eu 5 générations qui me permettent aujourd'hui d'investir. Évidemment, je fais appel aux banques. Évidemment, je fais appel à la BPI. Mais le problème, c'est qu'on est jugé de plus en plus dans l'année ou dans les deux années à venir. C'est-à-dire que si votre retour sur investissement n'est pas dans 1 an ou 2, vous avez peu de chances d'être qualifié. C'est un peu moins le cas dans les boîtes familiales, mais c'est plus le cas dans les boîtes qui ont des actionnaires, des fonds. Mais j'y reviendrai tout à l'heure pour parler des fonds. Le CICE, évidemment. Le CICE, c'est tout simple. La réponse est toute simple. Elle me permet de rester un peu plus compétitif. Elle me permet de rester dans la course. Parce qu'on s'est tellement fait plomber ces dernières années que pour nous, courir, c'est un petit peu plus dur. Donc c'est bien. On est content. Mais ce n'est pas suffisant. Et je viendrai après sur les cotisants et les cotisations. Merci pour Internet. Évidemment, Internet, pour moi, je suis fabricant de boîtes aux lettres. Vous avez vu dans les journaux qu'il n'y avait plus de courrier, baisse du courrier de 20% tous les ans, c'est l'enfer. Alors quand on est leader, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Évidemment que non. Il y a Internet, il y a la Casa Colis. Donc on a développé une offre. On propose des Casa Colis, mais ça aussi, je finirai aussi par ça. Oui, c'est vrai, on ne trouve pas mes produits sur Internet, ou on les trouve indirectement, parce que, je vous l'avais dit tout à l'heure, la relation avec le distributeur est déséquilibrée. Donc si je suis trop présent, trop proche du client, il y a des chances que je perde des référencements. Voilà, la problématique, elle est là. Ce qui n'est pas le cas d'une start-up qui peut tout de suite taper et adresser directement le bon client. On a parlé de Chine. Ouais. Alors, vous savez qu'une boîte aux lettres en tôle peinte, fabriquée à Feuquières-en-Vimeux, elle a le même coût de production qu'une boîte aux lettres venant de Chine. C'est étonnant. En revanche, une boîte aux lettres en inox, fabriquée en Chine, est moins chère qu'une boîte aux lettres fabriquée à Feuquières-en-Vimeux. Elle est où la différence? C'est la matière première. Le gouvernement chinois bonifie ses exportations de produits en inox. C'est inadmissible. Là vraiment, il y a peut-être quelque chose à faire. On est en train de se faire désosser. Moi, je vous parle de mon activité, mais il y a plein de cas comme ça. Ils sont en train de nous désosser. Voilà. On est dans la phase 1, on désindustrialise, et nous, après, Chinois, on pourra aller vous fournir des produits. Il sera trop tard, on ne sera plus là. Donc ça, c'est important. La formation, c'est super important. Attirer les jeunes. Moi, je suis en Picardie. Franchement, faites quelque chose pour la province. Évidemment, le Grand Paris, c'est super. Lyon, c'est Paris. Les grands pôles, c'est super. Mais faites quelque chose pour la province. J'arrive pas à avoir de cadre. Vous venez... alors, la baie de Somme, c'est super mignon. Je vous promets, c'est mignon. Mais le gars, il vient. Il va à Abbeville. Il est au bord de la dépression nerveuse. Il n'y a rien. À 19h, les commerces sont fermés. Entre midi et 2, on ne peut pas faire ses courses. Enfin, c'est l'enfer. Enfin, voilà.
Donc, soyons plus attrayants. Oui, non, mais oui, bah, voilà. Bon, je peux parler, je suis picard, donc je peux parler de mon terroir. Ma famille a fait, je crois qu'on est remonté à 1500 et quelques, je crois qu'on a dû faire 10 km. L'usine est à 10 km du berceau, vous voyez. Donc, vraiment, je suis ancré dans mon territoire. Le lobby allemand, mais bien évidemment, on est super mauvais. Le crédit impôt normalisation, c'est peut-être une bonne idée. Nous, on a à peu près 5 personnes qui font que ça en commission. Si vous ne défendez pas vos référentiels français, vous êtes mort. Au niveau de la boîte aux lettres, on a la chance d'avoir pu définir une norme qui est une grosse boîte aux lettres, une case à paquet. Au niveau européen, ce qui fait foi, c'est la norme DIN, c'est une norme allemande. Les Allemands ont réussi à imposer ça en Europe. On a réussi à maintenir notre préférence française, mais je vous promets, on était tout seul. Il n'y avait personne avec nous. Ni la Poste, ni les pouvoirs publics, il n'y avait rien. Il y avait juste une poignée de chefs d'entreprise. Donc, il faut insuffler cette notion de lobbying et de normalisation. Je terminerai par votre question. Est-ce que je suis une proie? Vous savez, avant de rentrer chez De Cailleux, j'ai fait 2 ans de fusion-acquisition. Je travaille pour une banque. J'ai racheté pas loin de 17 entreprises en 14 ans. Donc, on peut dire que c'est un peu mon domaine. Il est bien évident qu'on est une proie. Vous imaginez pas le nombre d'amis. Lorsque mon père avait 55 ans... Sur Facebook, quoi, finalement. Ah, la même. Quand mon père avait 55 ans, qui était PDG du groupe, on a été approché par tous nos concurrents. Il a vu 3 petits canards qui étaient là. Il s'est dit, bon, on va avoir une problématique de succession. Le français n'est pas habitué à transmettre. Quand j'ai racheté l'entreprise allemande, je l'ai racheté à une famille allemande. Je vous promets, c'était la honte. Le chef d'entreprise a dû se justifier parce qu'il n'avait pas transmis ça à son fils. En Allemagne, on pratique vraiment la culture de la transmission. On ne l'a pas en France. On ne l'a pas aussi parce que financièrement, il est très difficile de transmettre son entreprise. Parce qu'au niveau des taxations, les droits de succession sont énormes. De ce fait-là, il y a des startups, il y a des nouvelles entreprises. Le chef d'entreprise va créer sa magnifique entreprise pour faire des books électroniques. Et quand il va arriver à 50-60 ans, ben, il va se dire, bon, je ne vais pas continuer à me faire chier, hein, je vais vendre ma boîte. En plus, je vais vendre ça à un Suédois ou à un Finlandais avec un super goodwill, une super plus-value. Certainement, oui. Enfin, bon, c'est même pas dit qu'il aille en Belgique parce que c'est trop proche. Il y a des mécanismes un peu plus compliqués. Enfin voilà. Alors pourquoi le Finlandais, le Suédois, il va payer le plein pot? Parce que lui, il peut déduire de ses impôts, de son impôt société, la plus-value, ce qu'on ne peut pas faire en France. Donc pour nous, c'est un peu difficile de faire des opérations d'acquisition. Donc oui, on est une proie, mais vous savez, franchement, si vous êtes passionné par votre métier, si vous avez été élevé dans l'esprit de transmettre, je pense qu'il y a de grandes chances que vous transmettiez à vos enfants l'entreprise. C'est difficile pour nous, mais je pense que vous avez eu la gentillesse de nous inviter ce matin. Écoutez-nous, puis peut-être qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble. Merci.